Salut Johan, salut Kevin, une bonne année. Ouais, merci Bruno, à toi aussi, Johan. Merci pour l'invite, en tout cas, Bruno. Écoute, avec plaisir, hein, je me disais, on va garder les bonnes habitudes, de continuer à se voir régulièrement et de faire une collaboration entre 1897 et la Butte, hein, pour discuter des performances de notre équipe préférée. Et comme là, on est dans la trêve, on est juste avant la reprise en Coupe de Belgique. Je m'étais dit que c'était bien de faire le bilan de la première partie de la saison, en tout cas la partie avant la trêve hivernale. Je voulais discuter justement avec vous de ces différents points, faire un bilan de là où on est pour l'instant, discuter aussi du mercato, hein, mercato d'hiver, la suite du championnat et alors encore quelques points comme on discutait tout à l'heure du stade. Et donc voilà, ça c'était un peu les sujets que je voulais discuter avec vous. Peut-être pour commencer, j'ai une question. Hein, si tu regardes on va dire les derniers matchs avant la trêve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'ils étaient vraiment au bout du rouleau. Les performances, bon, le jeu, on a vu que c'était vraiment pas terrible. On voyait qu'il n'y avait plus l'intensité qu'on voit d'habitude. D'après vous, c'est quoi? C'est accumulation de matchs, vraiment le trop-plein, ils sont au bout du rouleau physiquement? Ou est-ce qu'il y a aussi, je dirais, l'impact peut-être d'un changement de plan de jeu, hein? On a un nouvel entraîneur depuis le départ de Pocognoli, David Hubert. Est-ce que c'est lié ou comment vous analysez ça, vous? Moi, je pense la fatigue de toute façon. Je pense, une fois le dernier match Champions League, je pense que c'est le seul match qu'ils ont un peu fait une performance à haut niveau. Et si on regarde les derniers matchs, c'était tout juste, quoi. On a peut-être gagné le 20 décembre à domicile, mais sinon, tu mènes à Charleroi, tu mènes au Cercle, et tu n'es pas capable de jouer le match et de le terminer comme il faut. Et question du coach, j'ai l'impression que quand tu regardes l'ensemble du jeu et de l'équipe et tu remarques qu'il y a une certaine fatigue qui s'installe, c'est peut-être pas le bon moment de commencer à tourner toute l'équipe, avec tout le respect que je dois au jeune Guilherme Smith, mais c'est peut-être pas le moment de le mettre. C'était peut-être plutôt dans la saison ou un peu plus tard quand on aura un peu moins de matchs si jamais on se qualifie pas pour la Champions League, pour le retour, qu'on peut le mettre là, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de changements. On n'a toujours pas l'équipe clé. Et voilà, ça se sentait sur différents niveaux que c'était un peu au bout du rouleau, comme tu dis. Et, euh, et voilà, c'est un peu dommage parce que tu pouvais prendre 3 points à Charleroi et 3 points au Cercle. Et là, t'en prends que 2, quoi. Ouais, et toi, Johan, t'en penses quoi alors de cette fin de première saison de l'Union? Comme Kevin l'a dit, je pense que c'est vraiment l'accumulation des matchs, donc la fatigue qui s'est ressentie parce qu'auparavant, des matchs à domicile comme on l'a eu contre Gand, on n'arrive pas à gagner, à emporter le match et la perte des points à Charleroi notamment. On a quand même senti que les gars étaient vraiment fatigués, qu'ils n'arrivaient plus à faire plus que ça parce que question envie, tu peux pas leur reprocher quelque chose. Je pense que tout le monde mouille son maillot, mais c'est nettement pas assez vis-à-vis de la saison dernière. Et je pense qu'on a aussi, pendant toute la saison, on n'a toujours pas su trouver vraiment le duo d'attaque qu'on a toujours eu auparavant, notamment au retour tardif de David Promise qui n'a pas vraiment pu se reposer, je pense. Il était en sélection nationale, il a fait la Gold Cup avec le Canada, il est revenu assez fatigué. Et voilà, tu as dû mettre Rodriguez qui était pas titulaire l'année dernière et qui s'en sort pas mal. Raoul qui doit s'intégrer dans cette nouvelle équipe. Donc voilà, question automatisme, c'est pas encore ça, mais je pense que nettement l'accumulation des matchs a fait qu'on n'a pas pu bénéficier des points qu'on aurait dû avoir parce que les concurrents en ont perdu et là on se fait rattraper par Bruges, même si on est encore devant. Évidemment, moi j'ai un peu l'impression qu'on on est premier. Bon, ça je pense qu'il faut être content qu'on soit premier parce que d'un autre côté, on devient de plus en plus exigeant en tant que supporter, j'ai l'impression, à l'Union. Là où les années avant d'avoir été champion, tout le monde disait ouais, mais faut pas oublier, regardez d'où on vient. Avant, on jouait en D2, en D3. On devient de plus en plus exigeant, on attend de plus en plus de l'équipe. Mais il y a aussi, et ça je pense qu'il ne faut pas se le cacher, le niveau du championnat belge cette saison, pour moi, il a quand même
il a quand même baissé par rapport aux saisons précédentes. J'en ai pour preuve quand même qu'il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas réussi à être constants. Hein. Tu as des équipes qui ont fait que des hauts et des bas. Même Bruges qui a souvent perdu des points bêtement et qui n'arrivent pas non plus à refaire le jeu qu'ils avaient la saison passée. Des équipes comme l'Antwerp qui était quasiment en dernière du championnat, qui maintenant fait 2-3 bons matchs et qui revient dans le haut du classement. Donc c'est un peu je trouve que c'est un championnat très très bizarre cette année. Vraiment avec beaucoup d'inconstance, avec des équipes auxquelles on s'attendait qui sont pas là, d'autres équipes qu'on n'attendait pas, comme Saint-Tron qui sont dans le top du classement. Je me dis, quelque part, c'est un peu, je dirais, notre chance cette année-ci, c'est qu'on a quand même réussi à ne pas perdre beaucoup de matchs et à engranger beaucoup de victoires, et que finalement, c'est le reste qui a pas été super performant, quoi. Ouais, Parce qu'au niveau... avec un championnat pareil, si tu joues comme l'Union ou Bruges les 5 derniers matchs et tu te fais toujours pas rattraper ou tu n'as toujours pas peur de perdre ta place dans les top 3, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas Genk dans les top 6. Il y a même Standard qui, pour moi, joue toujours aussi mal que les années dernières. Ils sont toujours peut-être dans les top 6 dans 3 matchs. C'est comme tu dis, il y a 5 matchs, ils étaient même peut-être en danger provisoire. Mais même, voilà. Mais ça ne nous aide pas. Le fait que c'est pas parce que les adversaires ne jouent pas très bien non plus qu'eux, ils gaspillent des points aussi. Ça nous aide pas non plus, dans le sens où ça nous met peut-être pas assez de pression pour commencer à se dire, voilà, là, peut-être c'est pas mauvais de commencer mi-janvier ou même février en tant que deuxième et d'être de nouveau le chasseur et de se dire, voilà, on a de nouveau un objectif devant nous et c'est à nous d'aller chercher comme le titre l'année passée. Maintenant, j'ai l'impression que même si on ne joue pas très bien, on est toujours en tête et rien se passe, quoi. Et c'est vrai qu'il y a certains supporters qui commencent à se dire il faut être un peu plus exigeant parce que le niveau des 5 dernières années était beaucoup mieux que ce qu'on a vu ces dernières semaines. À la fois, c'est vrai qu'il y a 5-6 ans, on était encore en deuxième division. Donc voilà. Oui, mais c'est un peu double. moi, je suis d'avis que voilà, on doit continuer à soutenir notre équipe. Et ce qu'ils font, c'est vraiment remarquable parce que je pense pas qu'il y a deux équipes qui pourront faire pareil, ayant perdu autant de joueurs surtout. Et de chaque année reperformer, il faut surtout souligner ce. Mais je pense qu'effectivement, niveau de jeu, on est habitué à beaucoup mieux de notre équipe. Et là, on reste un peu sur notre fin. Enfin, franchement, quand j'ai vu les 3 derniers matchs, et que les gens m'ont dit ouais, c'est ça, il y avait rien à voir. Ben effectivement, je pourrais pas leur donner tort. C'était effectivement des matchs où il se passait pas grand chose. Or nous, on a toujours été habitués à ce qu'il se passe toujours quelque chose et qui est quand même un peu du jeu, même si c'est kick and rush de temps en temps, mais il y avait quand même du bon jeu et je pense que la fatigue a joué quand même un bon rôle, mais faut surtout souligner à ces personnes-là que faire ce qu'on fait avec le noyau nouveau qu'on a construit cette année, c'est une chose remarquable. Je suis d'accord. Ce que tu disais, supporter l'équipe, je voulais quand même aborder, j'avais une question peut-être un peu, on va dire, polémique. On s'est croisés dans la tribune au Cercle de Bruges, à Bruges. Ouais. J'imagine que tu étais resté jusqu'à la fin du match. Non, non, même pas. Je l'ai appris après par les réseaux. Moi, j'y étais, je suis resté. Et effectivement, j'ai trouvé ça un moment très, très bizarre. En tout cas, je n'étais pas habitué à ça, où tu as l'équipe qui vient pour chanter le Bruxelles, ma ville. Et puis, tu as une partie des supporters qui ont clairement refusé. Et il y a eu des échanges vocaux. Je t'avoue que j'étais calé sous la droite, donc j'ai pas du tout entendu ce qui se disait entre le noyau de supporters et l'équipe. Je sentais quand même qu'il y avait une déception de la part de l'équipe. Maintenant, après, c'est vrai qu'on a entendu. Enfin, moi, j'ai lu aussi dans la presse, et tu m'en parlais, Kevin, tout à l'heure aussi, qu'apparemment, il y avait eu une demande de la part de ne plus chanter quand on ne gagnait pas. Moi, personnellement, je comprends la déception par rapport au niveau de jeu ces dernières semaines, mais on a toujours supporté l'équipe dans n'importe quelle situation. Donc, moi, ça m'a quand même un peu dérangé. Après, je vais le dire comme ça. Maintenant, il y a peut-être d'autres raisons que je ne connais pas. De nouveau, j'ai pas
j'ai pas toutes les informations. Mais sur le moment même, j'ai trouvé ça bizarre. Et d'ailleurs, tu voyais qu'il y avait deux tendances dans les supporters qui étaient dans la tribune. Tu avais ceux qui ne voulaient pas chanter, et puis tu as quand même un groupe qui a commencé à chanter. Donc voilà. J'espère juste que voilà, c'est un incident et que ça va pas créer non plus des dissidences, on va dire, dans les groupes de supporters. Mais après tu auras toujours ça, hein, je pense, où voilà, les boys qui prennent en partie quand même l'ambiance et le lead en termes de décision, ce qu'on fait avec les joueurs et ce qu'on va faire. Et eux ont leur point de vue, et je pense que leur point de vue était d'un point positif pour montrer aux joueurs que les gars, c'est pas comme ça que ça va aller. Enfin, nous, on est là, on chante pour vous, et c'est ça que vous nous remettez en retour. On a fait le déplacement. Je pense que c'était plutôt de ce point de vue-là, et pas forcément, on va pas chanter pour vous. Et après, d'un autre point de vue, s'il y a réellement eu une demande de Burgess de plus chanter quand on n'a pas gagné, ça, je peux aussi le comprendre. Étant sportif, après un match et que tu as perdu, t'as pas forcément, que t'es dégoûté, t'es sous les émotions, t'as pas forcément envie d'aller avec ton poing en l'air, aller saluer tes supporters, ou bien juste faire un coucou assez court et rentrer au vestiaire et continuer ta déception. Ça, je peux comprendre. Mais bon, après, t'arrives à l'Union et tu sais qu'à l'Union, c'est comme ça. Tu gagnes ou tu perds, tu viens saluer les supporters, et je pense que c'est une force, et je trouve personnellement que c'est une tradition qui doit rester. Ouais. Mais c'est ce que je disais à Bruno aussi, c'est que je trouve ça un peu bizarre que si réellement Burgess avait demandé aux supporters de ne plus le faire, que le reste du noyau ne le savait pas. Et que je trouve que voilà, comme les gestes de certains supporters seront de toute façon déplacés, parce que bon, il y en a toujours qui disent juste voilà, je vais pas vous entendre. Et il y en a qui peut-être mettent même le doigt d'honneur ou disent voilà, cassez-vous, on veut plus vous voir. La même chose peut se dire de quelques joueurs qui disaient d'essayer de calmer. Il y avait Guillaume Courtois qui venait aussi de dire voilà, bon les gars, on sait que voilà, le niveau n'est pas optimal, mais voilà, on est là pour vous, vous êtes là pour nous, et on essaie d'écrire l'histoire ensemble. Et il y avait un Anouar Aitelage qui était quand même assez direct dans ses gestes, et qui mettait le pouce en bas pour dire voilà, vous êtes nuls. Enfin, je pense que comme supporter, j'étais pas là, mais en tant que supporter dans le stade, je pense que l'image que donne Elach était peut-être un peu difficile à prendre aussi. Et c'est vrai, c'est ce que j'avais dit à Bruno tantôt aussi, c'est peut-être pas plus mal que ça que les joueurs, de temps en temps, ressentent ça, que voilà, nous, on fait tout pour eux, et qu'on veut un peu plus d'eux aussi. Mais malgré ça, je trouve que voilà, je pense qu'on est tous les trois d'accord, on doit être là pour l'équipe, enfin, quoi que ce soit le résultat ou quoi que ce soit la situation qu'on se retrouve. Ça me fait pas fort penser au match il y a 3 ans où on perd la 4e match d'affilée en play-off, où une partie des boys était aussi en train de les hurler dessus. Quant à le reste de la tribune Est, voulait chanter, et là, il y a quand même quelques boys, on doit le dire aussi, qui se sont retournés, qui disaient pourquoi vous êtes encouragés encore. Voilà, c'est vrai que eux, ils ont leur raison de peut-être pas chanter. Il y a les autres qui disent oui, on doit continuer à chanter. Et c'est vrai que dans la tribune, est-ce qu'on doit toujours avoir le même opinion? Non. Mais peut-être quand même le même ressentiment d'être derrière, que ce soit le message qu'on donne. Tout à fait d'accord avec toi, Kevin, mais après, on n'est plus dans la même constance qu'on était avant, où on était en 2e division, où qu'est-ce qui se passe? Voilà, là, on joue pour quelque chose. Je pense que si on aurait toujours été une équipe qui jouait le milieu du classement, on sait que notre équipe va pas être en danger. Voilà. Mais là, on joue quand même pour quelque chose, et c'est pas la première fois. On est de nouveau en tête. On nous a habitués à gagner des matchs. Donc forcément, je peux comprendre une déception. Mais je pense que le tout est tombé un peu mal, parce que c'était pour clôturer l'année 2025, au fait, qui a été fantastique. Et ça, exactement, voilà, exactement. Et ça, je pense que c'est un point très important. En fait, c'est ça le point, je pense que tu as mis le doigt dessus. Je trouve que c'est surtout effectivement le timing. Parce que tu termines l'année, si tu regardes l'année 2025 a été, je pense, la meilleure année de loin, de l'Union depuis les années glorieuses, on va dire. Et tu gagnes un titre, tu vas en Champions League, tu fais des séries incroyables. Tu commences les playoffs la saison passée avec je ne sais plus combien de points de retard, et tu termines quand même premier. C'est juste une année de dingue, 2025, qu'on a connue. Et c'est vrai que
comme conclusion de l'année, ça aurait peut-être été quand même sympa qu'il y ait quand même eu un geste, on va dire, d'appréciation vis-à-vis de l'équipe et qu'on n'est pas content sur le jeu. Ça, je suis tout à fait d'accord, c'est frustrant. On peut le faire savoir à l'équipe, mais c'était peut-être pas le bon, c'était peut-être pas le bon moment, quoi. Voilà. Non, effectivement, c'était pas. Ah bon, voilà, mais ça c'est, voilà, je pense qu'on a tous un peu, des avis et sensibilités différentes. C'est vrai que, comme tu dis, Kevin, on n'est pas obligé de tous avoir la même opinion dans une tribune. Enfin, Ça, c'est logique. On est tous différents. Je pense, voilà, pour moi, c'est juste un incident et voilà. Mais ça a été. Je pense que tout le monde garde la confiance. C'était quand même un item qui a bien été que les médias se sont quand même léchés les doigts à Bien compter. sûr. Ah ouais, Mais bien sûr. chante tout le temps d'habitude. Comment ça se fait, ce petit club qu'ils étaient. Parce que il y a même des analystes qui sont tombés dessus en disant c'est scandaleux, c'est pas des vrais supporters, c'est des supporters de la victoire. Parce que non, on a le droit de vouloir mieux de nos joueurs. Enfin, s'il y a pas de supporters de victoire, là où c'est comme tu disais, chacun a son avis et on essaie de l'exprimer, mais le timing n'était pas bon, effectivement. Je trouvais ça quand même très déplacé, ces analyses dans les médias, parce qu'effectivement, on nous tombe dessus comme ça en disant, ouais, vous voyez, hein, c'est juste pour confirmer un peu on va dire les stéréotypes qui vivent sur les supporters de l'Union, alors que franchement, on connaît tous d'autres clubs où dès que ça va un peu mal, ça siffle ses propres joueurs, et ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de pire quand tu fais ça. Ouais. Mais bon. Voilà, bref, je crois qu'on peut clôturer ce chapitre. Pour vous, si on regarde la première partie de saison, si vous deviez citer dans les joueurs ou entraîneurs un peu les tops et les flops, ou en tout cas ceux qui vous ont marqué de manière positive et ceux qui vous ont peut-être déçus, vous aviez des attentes un peu plus grandes en début de saison, ce serait qui? Bonne question. Moi, après le premier match à Antwerp, pour moi, et déjà pour beaucoup de gens dans la presse aussi et dans les médias, Flo Ruch, c'était le nouveau grand transfert réussi de l'Union, un type que personne ne connaissait. Et bam, il marque direct dans le premier match qu'il joue. Après, il a eu peut-être un peu... Il s'est blessé, voilà, peut-être un peu du mal à s'intégrer dans l'équipe. Mais à mon avis, c'est un transfert. Quand tu dis flop et top, à mon avis, on peut peut-être encore mettre quelque chose entre les deux, c'est-à-dire les transferts à venir, où les joueurs qui vont peut-être, dans l'avenir, vont peut-être percer. Alors, il y en a deux pour moi, c'est Flo Ruch, mais aussi c'est Giger. On le met déjà maintenant et j'ai vu des bonnes prestations de sa part. Après, c'est vrai que c'est pas celui-là sauf si j'ai tort, voilà, il peut faire en sorte que j'ai tort et il nous fasse champion, mais c'est peut-être pas le joueur clé dans cette équipe-là qu'on a besoin pour peut-être remplacer qui pour moi n'est pas toujours ce numéro 10 qu'on cherche. Et le top absolu pour moi, c'est Zorgan, que malheureusement, on va, je pense, de nouveau voir partir cet été-là. S'il continue comme ça, on va jamais être capable de le garder. Ouais, je peux te suivre. Moi, j'ai quand même des sentiments mitigés, assez déçus parce que j'attendais beaucoup plus de lui. Bouffal, j'ai cru avec une période d'une préparation au sein du club et connaissant avoir fait déjà une partie l'année passée et avoir connu une préparation pleine. Alors avec l'équipe, j'ai cru que voilà, ça allait être vraiment le livre pour nous. Malheureusement, on a vu de nouveau des belles choses de sa part, hein, mais voilà, il est retombé blessé. Il y a eu quelques prestations un peu moins. Donc je reste vraiment sur ma faim et je trouve ça vraiment dommage qu'il n'ait pas vraiment réussi tout à fait à l'Union, et je pense que voilà, on a eu la réponse pour laquelle qu'il est parti, quoi. Mais ça reste quand même une déception pour moi. Et en positif, je peux que m'aligner avec Kevin. Ses organes, c'est incroyable ce qu'il nous fait. Et encore McAllister aussi, qui pour moi reste vraiment un top joueur, mais vraiment avec un gros T. Oui. Non, tout à fait. J'avais exactement j'avais aussi mis Zorgan et McAllister
qui est juste incroyable. Et en fait, il continue à chaque fois à d'épater tout le monde. Quand tu vois son intensité, sa grinta. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est sa sélection en équipe nationale argentine. Incroyable. Aller jouer avec Messi et avec son frère, c'est juste dingue. C'est juste dingue. Tu peux pas rêver mieux en tant que footballeur, je pense. Hein. Si on parle des joueurs parce que moi je pensais plutôt les nouveaux joueurs qui sont arrivés, si on parle des joueurs qui sont restés depuis l'année passée, je suis très très content qu'il y a Van de Perre qui perce dans l'équipe et qui a quand même pris la place du numéro 6. Je pense que là, on peut dire que c'est, soi-disant, le vrai numéro 6 qu'on va avoir maintenant. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va prendre sa place vite. Maintenant, il y a Rasmussen qui doit dépanner parce que Zorgan est au Cannes. Mais j'aime bien Van de Perre. C'est de nouveau un joueur 100% Union qui met sa tête, qui malheureusement, et ça peut-être s'il va grandir un peu dans le jeu, qui prend encore toujours un peu plus de cartons jaunes qu'un autre. Et peut-être que ça va lui coûter en fin de saison avec des jours où il aura des matchs qu'il ne peut pas jouer. Mais Van de Perre me plaît énorme. Et apparemment, c'est un leader aussi en dehors du terrain. Donc, tout à fait. Vraiment un joueur pour le futur du jeu. Tout à fait. Mais les cartes jaunes, c'est pas grave, mais les moments où il les prend surtout, parce que je pense qu'il a déjà hypothéqué quelques matchs où il les prend après un quart d'heure, 20 minutes, où il est dans sa position et dans son jeu. Il doit toujours jouer assez à la limite et ça lui pénalise ayant pris cette carte assez tôt. Mais c'est aussi un top joueur. Que je me demande toujours, il est en équipe nationale espoir de la Belgique. Et quand on parle des joueurs qui peuvent peut-être être Diable Rouge, on relève toujours, on fait un lobbying sur Nathan De Cat qui joue un peu sur sa position, qui est un très 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 bon joueur. Je vais pas, mais je comprends pas pourquoi on parle pas de lui. Il joue la Champions League, il est en espoir, il est premier au classement, or que voilà l'autre joue en 17. Ok, il fait des bonnes prestations, mais il n'y a pas ce lobby pour ce joueur et je trouve ça hyper dommage de la part de la presse belge. Je sais pas. C'est un excellent joueur et je trouve que peut-être dans le jeu, c'est moins visible peut-être que De Cat, mais je pense qu'ils ont le même rendement. Hein. C'est top ce qu'il fait. C'est un peu un problème récurrent à l'Union, parce que les 2 saisons précédentes, on disait exactement la même chose de Charles Van Houten. Et bon, il a fallu en fait quasiment qu'il quitte l'Union pour aller à Nice pour avoir une première sélection en équipe nationale. Donc malheureusement, ouais, je sais pas si... Ouais, est-ce que c'est la presse? Est-ce que c'est peut-être le club ou les joueurs qui se vendent un peu moins bien, on va dire, en termes d'image, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'un Van de Perre pourrait, à l'avenir, certainement avoir une place en équipe nationale. C'est dommage, c'est peut-être aussi c'est comme tu dis, avant, le niveau du jeu en Belgique a diminué fortement. De 4, c'est vrai qu'il est très très jeune, il a encore 2 ou 3 ans en dessous de Camille. Et à mon avis, il est un peu plus polyvalent aussi. Il peut jouer comme 6, comme 8, avec un peu plus de posture. Mais c'est vrai que tu dis, il a dû quitter l'Union et maintenant il se retrouve 14e ou 15e en championnat de France et dernier en Europa League. Donc, est-ce que réellement sa saison est meilleure maintenant que quand il jouait chez nous? Je pense pas. Est-ce que son niveau est élevé? Je pense pas non plus. Mais il fallait que il quitte la Belgique pour être dans un championnat top 5. Et puis tout d'un coup, on peut quand même le prendre avec. Peut-être il n'y a pas assez de lobbying pour toute la Belgique, que ce soit l'Union ou les autres clubs. Tout à fait. Ouais, Bah bon, à voir. C'est vrai que c'est dommage, mais bon, en même temps, on n'a pas non plus énormément de joueurs belges non plus dans l'équipe. Quand tu regardes, ceux qu'on a, soit ils sont très jeunes, ou soit, ou un Rob Schoaf, c'est un très bon joueur, mais c'est pas quelqu'un qui va encore aller en équipe nationale, quoi. Donc ça c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, donc je pense qu'on peut, allez, conclusion, moi je dire qu'on peut quand même être satisfait, en tout cas au niveau de là où on est par rapport au classement, même s'il y a des choses encore des choses à améliorer. Espérons que la trêve hivernale
aura permis justement aux joueurs de prendre de l'énergie et à l'entraîneur à faire tous les réglages nécessaires pour améliorer ce qui n'a pas été juste avant. Justement, mercato d'hiver, on voit déjà que l'Union est déjà super active, hein, puisque si on regarde dans tous les clubs de D1 ou en tout cas dans les clubs du top, on a déjà, il n'y en a pas beaucoup qui ont déjà fait des transferts. Nous, on a déjà transféré un premier attaquant. Matteo Biondic qui vient de 4e division allemande, joueur d'origine croate aussi. Vous en pensez quoi de ce transfert? S'il a été recruté, J'ai envie de dire, oh non, s'il a été recruté, ça veut dire que s'il a été recruté, je pense que forcément il doit avoir des qualités qui sont du niveau de l'Union. Donc reste à voir, mais je sais pas si c'est directement pour être titulaire ou pour prétendre être titulaire. Ça je sais pas. Reste à voir. Mais il a marqué en match amical entre les joueurs même 3 fois aujourd'hui apparemment, ou hier, ce que j'ai lu. Ok. À l'entraînement. à mon avis, c'est un joueur type de l'Union. Si tu vois aussi un peu son histoire personnelle, c'est donc un joueur, c'est vrai, il joue en Allemagne, mais avec des racines croates, où ses parents restaurant, il a dû aider dans le restaurant pendant des années. C'est pas un joueur de football avec du bling bling et avec un peu des gestes et du flair. C'est vraiment un jeune gars complètement normal. Et à mon avis, un grand travailleur aussi. Donc, c'est certainement pas quelqu'un, sauf de nouveau, j'espère qu'il fait en sorte que j'ai tort, mais c'est pas un joueur qui va percer d'ici là les 2 premiers mois. Je pense que c'est un achat pour le futur. Il va se préparer pour l'année prochaine, à mon avis, et voir il est apte à prendre le niveau directement, ou est-ce qu'on va le placer chez les U23? Ça, je ne sais pas non plus. Ça, je regarde peut-être plutôt Johan, qui a peut-être des informations internes là-dessus. Aucune information là-dessus. Ok. Oui, à mon avis, comme tu dis, c'est probablement un transfert pour préparer le futur et préparer un départ potentiel d'un des attaquants à la fin de cette saison-ci. Hein. On sait très bien que quelqu'un comme Promise David, s'il continue à marquer, là, il faudra qu'il améliore un peu son jeu, parce qu'il est quand même nettement en dessous du niveau qu'il avait dans les playoffs, mais s'il continue à marquer, il partira à la fin de la saison. À côté de ça, on a aussi pour l'instant une rumeur quand même qu'on voit souvent dans les médias sur l'arrivée potentielle d'un Suédois, international suédois, milieu de terrain. Il s'appelle Besford Zeneli. Ouais, là aussi, parce que c'est un international, donc j'imagine que c'est un joueur qui normalement est opérationnel dès qu'il arrive, s'il arrive. Hein, il n'a pas encore signé à l'heure où on enregistre ce podcast. Mais donc, c'est un gars qui a quand même déjà une certaine... il est encore jeune, hein, je crois qu'il a 23, 24 ans, mais il a quand même déjà une expérience internationale. Il a déjà joué pas mal de matchs en championnat, donc il pourrait potentiellement être titulaire assez rapidement. Ou alors, est-ce que c'est plus pour remplacer numériquement pour l'instant Bouffal et anticiper peut-être un départ l'année prochaine ou à la fin de la saison de Zorgan? À voir. Le problème avec le championnat scandinave, c'est que eux, ils ont terminé maintenant, donc depuis un mois. Donc, titulaire, peut-être déjà en février, mais en janvier, si demain la presse confirme qu'on l'a acheté, à voir sa condition physique avec le mois de vacances, entre guillemets, qu'il a eu maintenant, à voir. Mais à mon avis, ça serait un bon transfert. Il est polyvalent, il peut jouer en 8 et en 10. Et peut-être aussi, comme tu dis, voilà, Bouffal est parti, on n'a pas vraiment un deuxième numéro 10 pour mettre un peu certaines rivalités avec ça serait bien aussi d'avoir un milieu de terrain qui peut vraiment s'y mettre au numéro 10. Ça serait bien. Ouais, je pense surtout c'est ça qui nous manque. C'est ce qui nous manque, je trouve, un peu de créativité, un peu plus de créativité au milieu de terrain, parce que je pense que c'est un rôle que Zorgan prend bien sur lui, il le fait bien, mais je pense qu'on a vraiment besoin d'une injection de créativité, et avec un nouvel attaquant ou avec un nouveau 10, ça peut être peut-être la surprise ou la clé, enfin je l'espère en tout cas. Vous pensez qu'il y aura des départs cet hiver, ou alors on garde tout le monde jusqu'à fin juin? Départ. Je pense que, ouais. Qui joue?
Dis-moi. Départ, je sais pas. Je pense s'il y a un départ, ce sera peut-être des joueurs qui n'ont pas su. Je pense que ça serait bête de faire un départ Ouais. maintenant. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ce serait pas raisonnable. Après, voilà, il y a eu des rumeurs que Kevin Rodriguez serait aussi sur le départ, mais voilà, je sais pas. Ça coupe. On t'entend plus, Ah, mais vous Yoann. m'entendez de nouveau? Oui, maintenant oui. Ah. Maintenant oui, mais ça coupait quand tu disais il y a des quand tu disais il y a des rumeurs que Kevin Rodriguez, mais là ça a été coupé. Ah, il y a des rumeurs comme quoi Kevin Rodriguez partirait vers Boca Juniors. Mais bon, ça reste des rumeurs et je pense pour lui, ce serait bien de terminer la saison, avoir une saison pleine au club où il a quand même montré des belles choses. Et c'est notre attaquant le plus performant et celui-là qui nous a été le plus utile au long de toute cette saison, pour l'instant, je trouve. À ne pas oublier qu'il part aussi en mondial. Donc, il y a encore le mondial cet été. Ils sont qualifiés. Je pense que si l'Union maintenant peut avoir le même prix qu'ils ont acheté, c'est-à-dire 4 millions 5, et que s'il fait un bon tournoi, ben ça pourrait juste augmenter. Donc, à mon avis, ce serait bête de le vendre maintenant. Surtout que c'est vrai que tu dis, c'est un peu bizarre de le dire parce que ça fait 3 ans qu'on dit que c'est peut-être pas le joueur qu'on veut voir en pointe, ou pas qui commence le match en tout cas. Mais tout d'un coup, de nouveau, il s'est quand même mis dans l'équipe. Et ça serait bête de le vendre maintenant. Je pense qu'on a besoin de lui et que tous les deux, aussi bien le club que lui-même, a peut-être bien d'attendre un tout petit peu de le mondial et voir s'il y a plus des options, de pistes. Effectivement. Ouais, tout à fait. Et alors, non, pardon, Yoann, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais effectivement, ce serait un peu bête de sa part de partir maintenant. Je pense que il est bien là, il est bien. Je vois qu'il vit bien dans le groupe aussi. Il y a une bonne atmosphère avec ses coéquipiers par rapport aux saisons passées. Tu vois qu'il est vraiment accueilli et aimé. Et voilà, ce serait bien qu'il termine la saison avec nous. Vous avez parlé on a parlé d'un milieu de terrain, on a parlé de créativité au milieu, on a un nouvel attaquant. Perso, moi, je pense qu'il y a encore du renfort peut-être à faire en défense, hein. Je pense qu'on est à droite, on a McAllister, on a Sykes en backup. Au milieu, on a Burgess. On a éventuellement Leyson qui peut jouer au milieu en backup, mais à gauche, en fait, on a que Leyson. On a vu, hein, comme on en parlait tout à l'heure avant d'enregistrer avec Kevin, on a vu clairement, surtout en Champions League, c'était assez flagrant. On a quand même un problème à gauche dans la défense. Leyson commence très très bien la saison. Je pense que moi, au début, franchement, j'étais très impressionné et je me disais, celui-là, il va faire une terrible saison. Il va peut-être même, justement, taper à la porte des Diables Rouges parce qu'on n'est pas non plus bien armé en défense. Mais malheureusement, après, il a quand même un peu... il s'est troué sur quelques matchs. On voit que le niveau a un petit peu diminué. Peut-être un lien avec les rumeurs de transfert. Mais donc, du coup... Est-ce qu'il ne faudrait pas être un peu plus large en termes de noyau au niveau de la défense et surtout du côté gauche, quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, je pense qu'il y a quelques joueurs qui sont presque fin de contrat, qui peuvent être, qu'on peut profiter de cette situation. Moi, j'ai quand même ce défenseur Zeno de l'Anvers qui a fait une super saison à côté de Toby Alderweireld à l'époque, et que là, tu vois que sans être guidé avec un défenseur d'expérience, c'est beaucoup moins. Mais bon, dans notre cas, s'il joue à côté de Burgess, si Burgess effectivement reste encore, je pense que ça serait une bonne recrue. Il a une bonne mentalité, c'est un Belge aussi, donc pourquoi pas. Ouais, c'est quand même bizarre que pendant toutes ces années-là, on demande un deuxième défenseur gaucher, et que il y a Machida qui part, il n'y a pas un qui revient, ou il y a aussi pas un jeune qu'on a peut-être mis chez les jeunes, chez les U23, ou peut-être mis chez un autre club pendant une saison et de le reprendre après. C'est vrai que, est-ce que c'est juste la politique du club qui sont très fixés sur le plus-value des transferts, c'est-à-dire que voilà, si un attaquant, ça vend toujours mieux qu'un défenseur, et un attaquant, ça doit faire peut-être 5 bons matchs et sa value monte de 20 ou 30%, tandis qu'un défenseur, c'est toujours difficile. Mais après, c'est vrai que voilà, si maintenant les rumeurs
si jamais c'est vrai que voilà, il y a le Genoa apparemment qui est intéressé, ou la Bologne, je sais plus. Le Bologne qui était intéressé par... Déjà dès le début de saison, bah oui, je vais pas dire qu'on est dans la merde, mais on n'a pas de backup direct. Ouais. Et c'est vrai que la gestion aussi chez lui, je t'en avais parlé aussi, Bruno, c'est que voilà, je me souviens toujours le match contre Inter du Milan, il nous coûte avec 2 pénaltys quand même le match. Bon, on a perdu clair et net 4-0, donc on va pas tout mettre sur lui non plus. Mais directement après, il est sur le banc, et je sais pas si là aussi la gestion de l'entraîneur a été la bonne, de mettre un jeune garçon après quelques erreurs directement sur le banc. C'est vrai qu'il n'a jamais été, il a jamais repris le niveau d'avant, quoi. Donc dès cette période un peu négative, on n'a pas retrouvé le Leysen comme en fin de saison dernière ou en début de saison maintenant. Donc voilà, est-ce que c'est les rumeurs? Est-ce que c'est juste est-ce que pour le moment il est juste un peu un chute de qualité? J'espère pour lui qu'il ne part pas maintenant, parce que à mon avis, comme joueur, tu peux pas partir avec un bon sentiment maintenant. Tu te sens pas très bien dans l'équipe, t'es pas toujours dans les 11 de base, et alors là tu dois te prouver, aller te prouver dans un autre championnat. Ça, je sais pas si c'est la bonne chose à faire. Non, moi, je reste persuadé qu'il a un potentiel, hein, pour être titulaire indiscutable et pour après faire un bon transfert. Je veux dire, il a les qualités, il les a. Comme tu dis, c'est peut-être un problème de confiance, le fait d'avoir été mis sous le banc, qu'il a un peu perdu la confiance en lui. Donc, ouais, faut espérer que ça revienne. Sinon, il y a encore Barry, hein, ce qu'on l'a pas vu. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il est pas encore prêt, mais on l'a pas vu jouer à part le match de coupe. Barry n'a pas encore eu beaucoup de minutes de jeu, et c'est peut-être une solution pour le futur. Ça reste à voir. Bah, pour revenir sur Leysen, je pense que c'est typiquement les jeunes joueurs, hein. Tu commences toujours avec des très 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 bonnes prestations, et à un moment donné tu as un creux, et c'est ce que Leysen a en ce moment, un petit creux, et je pense pas que tout ce qu'il nous a montré de bon est parti, qui sait plus le faire. Je pense que on peut plutôt mettre cette faute-là sur aussi l'enchaînement des matchs aussi, dont il n'a pas encore eu vraiment l'habitude dans sa jeune carrière d'enchaîner autant de matchs en tant que titulaire et pas en tant que remplaçant. Donc je pense que si les batteries sont rechargées et qui s'est bien reposé, qui retrouve son niveau, je pense qu'on aura de nouveau le Leysen qu'on connaissait en début de saison, à mon avis. Bah, peut-être pour passer à la dernière partie de cet épisode, se projeter en avant, hein, comment vous voyez la suite. Aujourd'hui, on est toujours en lice dans 3 compétitions, forcément le championnat, ça c'est logique, mais aussi en Champions League et en Coupe de Belgique. On va d'ailleurs bientôt avoir un match à Dender pour la Coupe de Belgique. Comment vous voyez la suite? Un prono en tête? Champion, pas champion, on aura la coupe. Est-ce qu'on a encore une chance en Champions League? La grosse question. On sait qu'on a très très gros match au Bayern de Munich et un dernier match à la maison contre l'Atalanta Bergame. Bon, on dit que c'est un des matchs les plus abordables, mais je pense que Atalanta Bergame, ça reste du très très haut niveau. Comment vous voyez un peu ça? Qui veut commencer? Vas-y, Kevin. Kevin? Ouais, en Champions League, je pense que il faut être réaliste. Il faut que ce qui montre Bayern, même si ils sont peut-être déjà qualifiés, s'ils mettent leur équipe B ou D, ça, déjà un point là-bas, ça serait comme si on gagne chez eux. Et l'Atalanta, bon, je pense qu'on les prend un peu au mauvais moment, c'est-à-dire que en tout début du championnat, ils étaient vraiment pas bien. Ils avaient juste changé de coach, et le système, il n'y avait pas encore le clic. Et là maintenant, ils commencent quand même à monter un peu dans le championnat aussi. Donc, je pense qu'on va les prendre au mauvais moment. Et voilà, je suis un peu fataliste là-dedans. Je pense que se qualifier encore, ça va être très, très, très difficile, pour ne pas dire un miracle. Je pense que c'est un peu dommage qu'on n'a pas pris un point ou même les 3 points contre Marseille, parce que ça pourrait vraiment nous donner une avance sur ce match-là. La coupe, j'espère qu'on gagne quand même la coupe, parce que je ne sais pas si on va terminer champion avec l'équipe qu'on a maintenant. Et je vais le dire, je vais le jeter sur la table, avec l'entraîneur qu'on a maintenant aussi. Je vais pas crier qu'il doit partir, mais je sais pas si son gestion de jeu est toujours la bonne, et je dois toujours voir où est sa main dans l'équipe, ou les changements, ou le plan de jeu. Donc voilà, j'espère qu'en coupe, on va aller jusqu'en finale.
ça va être difficile parce que bon, Dender, on peut dire, voilà, c'est déjà un match presque gagné ou un match qu'on doit vraiment gagner. Mais après, on doit quand même encore battre Bruges si eux gagnent leur match. Donc voilà, c'est jamais facile. Et le championnat, ça reste à voir le mercato qu'on va avoir et comment les joueurs reprennent un peu le championnat après la trêve. Et le mercato des concurrents aussi, parce qu'ils vont aussi... Oui, exactement. Parce que ça va moi, je ne pense pas que Bruges va attendre d'aller chercher des joueurs pour renforcer quand même leur attaque aussi, non? Non, effectivement, et j'ai entendu qu'ils se sont aussi mêlés dans la danse pour Griffinho, sur lequel Union était aussi dessus. Ouais. Donc, non, effectivement, ils nous feront pas de cadeau, mais je pense que la Champions League, ce serait effectivement assez compliqué vu qu'on a loupé un peu le coche, notamment contre des équipes abordables, Atlético, Marseille. C'était un peu les matchs où il fallait quand même prendre des points, où on aurait pu avoir des points. Donc, ça reste assez compliqué de pouvoir continuer dans la Champions League. Mais pour moi, c'est vraiment, il faut mettre le focus sur la Coupe. Tout à fait, parce que la Coupe, ça pourrait sauver notre saison si, effectivement, on n'est pas gagnant de ce championnat. Et je pense que ce championnat, jusqu'à présent, on ne peut pas prédire ce qui va se passer. Il faudra vraiment attendre les premiers 2 matchs des playoffs pour pouvoir tirer des conclusions là-dessus. Bon, je pense qu'on a quand même qu'on ne change. Enfin, ça va dépendre. Hein. Je veux dire, si Bruges continue à être instable comme il est maintenant, on peut le faire. Mais c'est vrai que ça va. Je pense que la position aujourd'hui, comme je disais avant, c'est surtout dû à la faiblesse des concurrents. Et donc, on verra les playoffs. Je pense que les playoffs, ça va être décisif. L'équipe qui sera en forme à ce moment-là va passer au-dessus. Ça peut être nous, ça peut être Bruges. Je vois pas qui d'autre. Saint-Tron, je pense pas. Je pense que Saint-Tron, je les vois bien rester dans le. Et j'aimerais bien d'ailleurs qu'ils restent dans les playoffs 1. Je trouve que c'est une chouette équipe. Je trouve que. Je sais pas si vous avez déjà regardé quelques matchs de Saint-Tron, à part ceux contre nous, mais je trouve qu'ils proposent un chouette jeu. C'est agréable à regarder. Donc moi, j'ai pas mal de sympathie pour cette équipe. Et bon, on verra. Mais effectivement, la coupe, ouais, ce serait sympa. Je trouve ça quand même toujours quelque chose de spécial, la coupe. Ça reste un très bon souvenir. Et Champions League, ouais, je suis un peu d'accord avec vous. Je pense que moi, je crois que c'est un peu du bonus. Hein. La League, c'est pas, mais il y a une telle différence de niveau entre la Champions League et l'Europa League. Parce qu'en Europa League, c'est vrai qu'on a fait des super performances, mais je crois que le niveau, enfin, est encore un ou deux crans au-dessus, quoi. Et qu'est-ce qu'on pense est-ce que nos amis anderlechtois vont jouer un rôle? J'allais te dire la même question, Johan. Ils filment. Bonne question, ouais. Bah, écoute, c'est aussi très inconstant. Hein, si tu regardes les pertes à domicile contre Charleroi, ils ont gagné contre nous. Maintenant, je pense que c'était pas le score ne reflétait pas tout à fait le match tel qu'il était. Pour moi, ça reste un grand mystère, cette équipe. Déjà depuis déjà 2-3 saisons, ça reste un très grand mystère. Parce que si tu regardes sur papier, il y a quand même quelques beaux joueurs. Mais en tout cas, je pense pas qu'ils vont être champions. Je pense pas. Non. Même si nous, on se loupe, si on se rate complètement, je pense que Bruges arrivera toujours à faire mieux qu'Anderlecht. Oui, c'est clair. Ouais, ça c'est clair. Je te suis. Ouais. J'ai l'impression cette année-ci, ils se focalisent vraiment sur quelques clés. C'est-à-dire, ils ont du 9 sur 9 dans le Classico Bruges et nous. Mais c'est vrai que, voilà, si c'est pas pour des goals, enfin, des buts en 95e minute ou même des matchs perdus à domicile, c'est vrai que c'est un énigme. Et le réalisme que Haas veut mettre dans l'équipe, tu la retrouves pas toujours. C'est vrai que contre l'Union, j'ai quand même remarqué que pour une première fois depuis 5 ans, ils ont mouillé le maillot autant que nous, peut-être même plus. Et donc voilà, ça reste à voir que si dans les playoffs, pendant les 10 matchs qu'il y a là, est-ce qu'ils arrivent à faire ça pendant les 10 matchs? Ce que nous, on a fait l'année dernière, c'est faire des playoffs incroyables. Est-ce qu'eux, ils arrivent à faire ça la même chose? Ça, je m'en doute. Mais s'ils restent 3e ou 4e dans le classement, à pas trop de points d'écart de nous, ou du Bruges, ou de qui va être en premier en fin de phase classique, je pense qu'ils peuvent quand même être un peu un adversaire arbitraire qui peut décider quand même les playoffs. Les voir champions maintenant, non. Et ça serait chouette si on pouvait avoir une finale de coupe complètement bruxelloise. Ça, je le trouverais génial.
Ah oui, le Ezel. Ouais, le Ezel va s'éclater, littéralement, mais bon, voilà, ça serait chouette en tout cas. Ça serait chouette et d'autant plus de la gagner parce que si on la perd, celle-là, je vais mal dormir Ouais. pendant quelques jours. Ouais, ça va faire mal. Et là, on va se faire charrier pendant des mois et des mois. Hein. Bon, ben, je sais pas si vous avez encore des points que vous voulez discuter. Je sais, Kevin, tu avais parlé aussi du stade. Peut-être un au positif, stade. peut-être pour, un point positif peut-être pour terminer, c'est que voilà, on a une première, un premier point positif dans le dossier du stade, c'est-à-dire que voilà, il y a un premier accord au niveau du bâtiment du stade, c'est-à-dire que il y avait pas mal de contraintes des gens qui disaient que voilà, des arbres et c'est pas bien pour la faune et la flore. Voilà, on a gagné une première bataille. Maintenant, ça reste à voir si ça continue vraiment, mais je pense que si maintenant ça continue comme ça, je pense que ça va bien se passer et aussi pour le futur du club, c'est important, c'est primordial d'avoir un nouveau stade. Donc ça, c'est déjà une première bonne chose. Petit à petit, hein. Ouais, j'ai lu ça aussi. Très bonne nouvelle. Ouais. Petit à petit, c'est pas facile de construire un stade en Belgique, on le sait, hein, donc petit à petit, on prend toutes les bonnes nouvelles. Oui, parce qu'on se plaint, mais Bruges, ça fait encore plus longtemps que nous qu'ils essayent d'avoir un permis pour construire leur stade. Et ceux qui ont, par contre, un chouette stade maintenant, c'est l'Antwerp. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, je fais une petite parenthèse, mais les derniers matchs là, avec la tribune 2 remplie, au niveau ambiance, c'est fameux quand même. Ouais, et c'était déjà costaud quand toute l'équipe, quand tous les supporters se mettaient derrière l'équipe. Je pense que maintenant, ça va être le bordel. Mais j'aime bien, c'est ça qu'il faut. Il faut vraiment être content que les autres clubs belges arrivent à continuer de s'agrandir et de mettre un nouveau stade. Donc voilà, il faut être content pour chaque victoire là-dedans. Et puis c'est ça le foot, hein, je veux dire, ce genre d'ambiance, des stades où ça hurle de tous les côtés, où tu saurais que les oreilles bouchées, ben c'est ça que tu as envie d'avoir quand même. Hein, donc, bon, ben cool. En tout cas, merci hein, les gars. C'était comme d'habitude super sympa, top. Malgré les petits soucis techniques qu'on a eu, mais bon, c'était une première fois qu'on le fait en ligne, donc c'est sympa. Bon, je préfère quand même en face à face hein, qu'une petite bière chez toi, Kevin, mais bon, on n'avait pas l'occasion, donc on le fera la prochaine fois. Mais au moins maintenant, on a un plan B pour quand même pouvoir enregistrer et pouvoir faire profiter, on va dire, les supporters de l'Union de ce podcast, donc disponible La Butte d'une part et 1897 sur les différentes plateformes d'écoute, dont principalement Spotify, je pense, en tout cas chez vous. Donc voilà, on se revoit bientôt. Moi, je vous remercie et un bon début d'année. Hein. Je pense qu'on a tous envie de retourner au stade avec les 2-3 semaines d'interruption. Là, ça commence à... Ouais, ça commence à faire long. Un peu. Ça commence à faire long. Ouais. La semaine prochaine à Dendor, alors. Exactement. Ouais, à Dender et puis après à Munich. À Munich surtout, ouais. Sur Munich. Ça va être un beau voyage. Un beau voyage à Munich. Ouais. Top. Merci les gars. Passez une bonne soirée et merci à toi, Bruno. Au stade. À toi, les gars. Salut. Salut. Ciao.